Selon Sylvie Tellier, directrice du comité Miss France, une candidate transgenre pourrait tout à fait être sacrée Miss France. Quel progrès en perspective! Je nous imagine déjà présenter cette personne au monde entier en disant « Oui, voilà la plus belle femme de notre pays, voilà la femme que tous les jeunes hommes rêvent d'épouser, voilà la Française la plus jolie, la plus féminine, la plus française ». C'est alors que l'immense majorité des hommes nous répondraient froidement « Mais cette plus belle femme de France, mais c'est un homme, c'est pas une gonzesse !» Pauvres hommes, mais ils n'auraient rien compris, assurément. Non, ils n'auraient rien compris. Ce sont des rustres, des réactionnaires, des sans-dents, probablement même des gros fachos franchouillards. Enfin, homme ou femme, c'est absolument la même chose. Une paire de ciseaux utilisée au bon endroit et le tour est joué, homme devient femme. Et une bonne greffe au bon endroit, femme devient homme. C'est simple tout de même. De jour en jour, nous dérivons de plus en plus vers l'absurdistan. Qu'auraient pensé nos grands ancêtres de ce cirque qu'est la France du XXIe siècle? Qu'auraient pensé Vercingétorix, Saint-Louis, Napoléon et autres Pompidou? Auraient-ils été simplement capables, ne serait-ce qu'imaginer qu'un jour, leurs descendants éliraient plus belle femme de France un homme? Sans remonter jusqu'à Clovis, Geneviève de Fontenay, ancienne directrice mythique du comité Miss France, évincée pour manque de progressisme, demande simplement la clémence d'attendre qu'elle meure avant que soit élue notre première Miss transgenre. Elle ne se fait pourtant aucune illusion, d'ailleurs nous non plus. L'Absurdistan aura bien un jour sa Miss France homme. Avant le concours, on lui aura rasé les poils aux pattes et toute autre poilitude, mais avec ou sans poils, elle sera bien un homme. Alors que faire? Se désespérer? Se battre? Regarder le carnage en riant? Tentons de faire tout cela à la fois. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Lors d'une grève de début septembre 2019, Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement campée dans sa tenue de fonction, à savoir le pyjama républicain, bien installé sur le fond moelleux de la banquette en cuir de sa voiture de fonction, tweetait sur la pitié que lui inspiraient les pauvres travailleurs obligés de marcher dans la rue, faute de bus et de métro. Alors, belle Sibeth, adepte du pyjama de fonction, on fait un peu de moralisme bon marché, on fait un peu de populisme à 3 sous. Sacrée Sibeth la pyjamateuse, va. En fait, la communication politique, c'est compliqué. À l'heure des réseaux sociaux, à poste instantané, on n'est jamais à l'abri d'une petite maladresse. Une maladresse ou une erreur, voire une bourde, parfois même une aberration. Le gouvernement Macron est passé maître en la matière, et notamment son porte-parole pyjamatique. Belote et rebelote. La récidive vient cette fois du compte Twitter du ministère de l'Économie et des Finances, le 5 décembre dernier, premier jour de la mobilisation contre la réforme des retraites. Alors que les syndicats revendiquaient presque 1 million de personnes dans les rues, Bercy publiait gentiment et en toute innocence un article sur comment bien choisir son champagne et recommandait un choix fondé sur la qualité. Le problème, c'est que le champagne de qualité coûte cher. Que Bercy donne de tels conseils montre à quel point nos bons fonctionnaires sont proches des préoccupations des Français. Petit rappel historique. Pendant la Révolution, il fut reproché à Madame Élisabeth, sœur de Louis XVI, d'avoir dit aux Parisiens qu'ils devaient manger de la brioche. Cela déclencha un
tohu-bohu chez les révolutionnaires de tout poil ou sans poil, tohu-bohu que l'on dut entendre de la planète Mars. Pour la petite histoire, Madame Elisabeth n'avait jamais rien dit de tel, mais il fallait la rabaisser par tous les moyens. Aujourd'hui, nos ministres nous demandent de boire du champagne de qualité, ce qui est tout de même moins anodin que d'avaler une brioche. Nous allons finir par regretter l'ancien régime. Quoi qu'il en soit, ce fameux tweet de Bercy a déclenché une polémique d'une ampleur nationale et le ministère des Finances a fini par retirer le tweet litigieux. Cela dit, malgré tout, la morale de cette histoire, c'est qu'en ces temps troublés, il faut savoir revenir aux valeurs sûres. Nous savons désormais que pour notre bien-aimé ministre des Finances, le plus important pour bien choisir son champagne, c'est la qualité. Vraiment, ne pas hésiter à mettre le paquet côté prix quand on peut avoir une bonne qualité. Une bonne bouteille, ça vaut vraiment la peine, foi de ministre. Et tant pis pour ceux qui ont des petites retraites. Ils n'ont qu'à boire du cidre coupé avec de l'eau pétillante. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Il y a quelques semaines, 13 militaires d'élite périssaient au Mali au cours d'un accrochage avec des djihadistes. Tout a été dit et écrit sur ces hommes remarquables qui ont versé leur sang pour protéger notre pays. En ce dernier jour de l'année, je voudrais porter un éclairage particulier sur le capitaine Frison-Roche, sur son époux et sur sa famille. Cet éclairage se fonde notamment sur un poème écrit par le capitaine et sur différents entretiens accordés par son épouse à différents médias. Il ressort de ces écrits et entretiens que les jeunes époux Frison-Roche font partie de ces personnalités d'exception dont émane une lumière bienfaisante, modèle de dignité, de grandeur, de profondeur. Les jeunes époux, dont les pensées et les actions sont marquées du sceau d'une infinie pureté, chantent de façon sublime une ode à la famille dans ce qu'elle représente de plus grand, de plus beau, de plus essentiel. Et chantent également une ode à la famille des familles, c'est-à-dire à leur patrie, à notre patrie, la France, à laquelle ils doivent tant et à laquelle ils donnent tant en retour. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils chantent également une ode non moins sublime à la patrie céleste, finalité proclamée de leur vie. En cela, ils révèlent la cohérence extraordinaire de leur engagement au service du bien commun, service accepté sans la moindre compromission, quel qu'en soit le prix à payer à titre personnel. Plus que jamais, ils se rangent dans la catégorie des héros et des saints du XXIe siècle. Je voudrais conclure ce dernier jour de l'année en citant le capitaine et son épouse. Tout d'abord, le capitaine, dont voici une strophe de son poème « Pour que vive la France ». Ô tendre France, douce gardienne de mon baptême, prenez ici ma vie, je vous en fais le don. Veillez sur ma famille et tous les gens que j'aime, et rendez, je vous prie, mon sacrifice fécond. En complément de ce chant d'amour, voici ce que déclarait Marie, son épouse, en évoquant pour un grand journal leur première rencontre. Nous avions les mêmes désirs, fonder une famille, élever nos enfants dans la foi, s'aimer dans la joie comme dans les épreuves, et cela pour la vie. Et elle rajoutait « La foi est présente dans notre vie à tous les deux. Je sais qu'elle nous a accompagnés durant son absence et je n'ai aucun doute, elle continuera à nous unir à l'avenir. » Tant de grandeur nous laisse sans voix. Ce jeune ménage Frison-Roche peut être, doit être une boussole pour chacun d'entre nous en 2020. Une boussole orientée vers la résistance dans l'espérance. Puisse cette boussole nous guider
tout au long de l'année prochaine.